Merci d'être notre invité ce matin. Une réaction à l'actualité, puisque ça vient d'intervenir, la pétition contre la loi Duplomb, qui réintroduit notamment un pesticide jugé dangereux, vient de passer les 2 millions de signatures. Quelle est votre réaction déjà ? Ça dit beaucoup de la mobilisation citoyenne contre cette loi, contre la réintroduction des néonicotinoïdes, qui inquiète beaucoup les Françaises et les Français. Moi, j'ai voté contre cette loi à l'Assemblée nationale parce que je pense que nous avons amorcé un grand mouvement pour la préservation de la biodiversité en amorçant la sortie progressive des néonicotinoïdes et revenir en arrière à un moment donné où on voit bien que la biodiversité s'effondre, eh bien c'est une erreur. Et donc moi, je suis satisfait de voir qu'il y a cette mobilisation. Et désormais, il faut que le gouvernement l'entende. Je crois que ça a déjà été entendu par les ministres qui avaient annoncé un débat à l'automne au Parlement. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut abroger cette loi ? Écoutez, en l'état, le Parlement l'a votée. Et donc, moi, je pense qu'il faut d'abord débattre, voir ce que nous dira l'ANSES. Et puis ensuite, peut-être qu'il faudra un jour revenir dessus. Mais en tout état de cause, on ne peut pas défaire ce que le Parlement vient de voter. Mais le débat doit se faire. Les autorités sanitaires doivent être saisies. Et le cas échéant, si elles venaient à conclure à nouveau à la nocivité de ce produit, alors il faudra évidemment redébattre à l'Assemblée nationale. Il y a une possibilité constitutionnelle, c'est l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas promulguer cette loi et demander une nouvelle délibération. On se souvient des conditions un petit peu mouvementées dans lesquelles ce texte a été adopté. Est-ce que, selon vous, c'est la bonne solution ? Et vous évoquez effectivement la manière dont le texte a été adopté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de malaise autour de ce texte ? C'est parce qu'il n'y a pas eu de vrai débat à l'Assemblée nationale. Parce que les oppositions ont suramendé et donc ont fait une forme d'obstruction, et puis parce qu'il y a une manœuvre de contournement de la part du bloc central, auquel j'appartiens, à travers une motion de rejet qui a été adoptée, qui a évité le débat. Et donc, il y a une situation qui est insatisfaisante et qui amène aujourd'hui à cette situation. Nous verrons ce que dira le Conseil constitutionnel sur la loi. Nous verrons ensuite quels seront les outils dont dispose éventuellement le Président de la République. Mais je crois que le bon chemin à suivre, c'est d'entendre ce qui est dit dans cette pétition, de refaire un nouveau débat à l'Assemblée nationale sur la base des conclusions de l'ANSES. Il y a eu pas mal de renoncements sur les questions écologiques ces derniers temps, vous l'avez vous-même souligné. Est-ce que ce n'est pas un rappel à l'ordre pour vous, cette pétition ? Et vous savez, depuis 2017, même si on a pu parfois entendre l'inverse, beaucoup de choses ont été faites par le Président de la République, par les gouvernements successifs qui se sont succédés au pouvoir en France. Et on constate depuis la dissolution, en réalité, depuis qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, une forme de recul mortifère sur les questions environnementales, sur les questions de biodiversité, de lutte pour le climat, qui est une priorité absolue. Vous parliez des feux de forêt dans vos journaux, de la sécheresse dans le Sud. On voit bien que la France, l'Europe sont en première ligne dans le dérèglement climatique. Et donc la France, qui ces dernières années a été moteur, pionnière sur beaucoup d'avancées environnementales, doit le rester. Et moi, je regrette beaucoup qu'il y ait ce mouvement qui soit amorcé notamment par le Parti Les Républicains, qui se comporte en partie parfois climato-sceptique. Justement, le Parti Les Républicains, c'est pourtant votre allié au gouvernement. Est-ce que ça peut continuer comme ça, cette alliance, quand on voit que, manifestement, il y a des dissensions fortes, notamment sur un sujet aussi crucial que l'environnement ? Mais nous voyons bien que nous ne portons pas le même projet ni la même vision pour le pays. Vous pouvez rester allié pour avec autant ? le Parti Les Républicains. C'est une alliance de circonstances au gouvernement, parce que la dissolution a mené à ce Parlement divisé, sans majorité absolue, de blocs qui se font face. Et donc le pays a besoin d'avoir un gouvernement, d'avoir de la stabilité pour être capable de relever les défis qui sont extrêmement nombreux, notamment les défis climatiques et environnementaux. Mais c'est vrai qu'avec les LR, on voit bien une forme de scepticisme sur les sujets environnementaux qui ne vont pas dans le bon sens. Et donc moi, j'appelle les députés LR, et je sais qu'il y en a dans ce groupe, à se réveiller sur ces sujets parce qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que LR reste toujours un bon allié, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Non, en l'état, il y a un gouvernement. Moi, je pense que le pays a besoin de stabilité. Vous voyez le monde dans lequel on se trouve, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe avec nos compétiteurs et partenaires américains, ce qui se passe aussi en Europe, l'instabilité qui peut exister aussi au niveau européen, on en parle moins, notamment au sein du Parlement européen. Donc la France a besoin d'avoir un gouvernement stable. Et le seul attelage qui aujourd'hui permette cette stabilité, c'est celui-ci. Mais il faut qu'il y ait peut-être un peu plus de coordination au sein du gouvernement pour éviter ce genre de couac et de dissension qui affaiblit le gouvernement et qui, au fond, mine le mouvement dont a besoin le pays en ce moment. Alors vous parliez de la compétition internationale, justement, c'est l'information de la soirée. Cet accord sur les droits de douane qui a été conclu entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le président américain Donald Trump, 15% de droits de douane. Vous êtes président, vous, de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Ça y est, Donald Trump nous a fait plier ? Alors, il y a deux choses. La première des choses, c'est que cet accord permet d'avoir un petit peu de stabilité et un peu de visibilité. On en manquait beaucoup en ce moment parce que Donald Trump
mettait beaucoup de tension dans le système. Et donc, pour les opérateurs économiques français et européens, la situation n'était pas satisfaisante. Mais vous avez raison de dire que cet accord ne va pas et que c'est une forme de défaite de la Commission européenne qui n'a pas su créer le rapport de force avec le président américain et qui, quelque part, n'a pas su faire preuve de sa puissance. Or, les Européens auraient pu se défendre, auraient pu montrer et mettre en place des mesures de rétorsion. Rien de cela n'a été fait. Cela aboutit à un accord qui est inéquitable. Nous verrons maintenant comment est-ce que les États membres vont s'en saisir, parce que c'est un accord de principe, il faut qu'il soit formellement entériné. Mais le combat doit être mené et c'est au fond pour moi une occasion manquée de démontrer que l'Europe est le bon niveau et le bon échelon de protection, notamment sur les sujets économiques et financiers. Justement, vous parliez de protection. Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient exporter notamment des véhicules en Europe. Il s'en est réjoui hier soir. Est-ce que ça y est, c'est la fin du protectionnisme européen, qui est pourtant très cher à Emmanuel Macron ? Le protectionnisme européen, c'est peut-être une formule un peu ramassée, parce qu'on nous a souvent parfois reproché l'inverse, en disant que l'Europe était trop ouverte et qu'elle ne savait pas suffisamment protéger ses intérêts économiques. En tout cas, depuis 2017, l'Europe a beaucoup changé à l'initiative de la France. C'est devenu une puissance, c'est en train de devenir une puissance diplomatique, militaire, industrielle, et on voit qu'il a fallu beaucoup se battre parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme à l'époque. Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé, mais c'est vrai que la Commission européenne, Ursula von der Leyen en l'occurrence, dans cette négociation, n'a pas su défendre correctement les intérêts des Européens, et donc il faudra revenir tôt ou tard sur cet accord qui n'est pas un bon accord pour les Européens dans leur ensemble et qui est au fond une forme de déroute de la Commission européenne. Ça fait plus de 24 heures maintenant que l'on est sans nouvelles de deux de vos collègues, Emma Fourreau et Gabriel Catala. Ce sont deux députés de la France Insoumise. Elles sont à bord du Handala, un navire de militants pro-palestiniens qui acheminait de l'aide à Gaza. Le navire, il a été appréhendé par la marine israélienne samedi soir. Est-ce que vous condamnez, vous, cette arrestation de parlementaires françaises ? Non, moi, ce que je déplore, c'est que des parlementaires français aillent sciemment se mettre en danger et créer une difficulté importante pour nos diplomaties, pour nos services, en essayant de se rendre à Gaza. Gaza est un lieu dangereux, c'est un lieu de guerre, c'est un lieu strictement interdit à la visite, tel que l'a rappelé hier le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et chez moi, il y a une forme de malaise et d'indignité quand je vois le cirque autour de ce bateau, alors que sur le terrain, il y a des ONG qui, elles, se battent pour essayer de protéger... Ils sont avec des ONG, hein, oui, mais ils ne sont pas seuls. Hein. Oui, mais c'est une forme d'instrumentalisation, de mise en scène que je trouve assez déplacée, malaisante et gênante. Et à Gaza, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent sous les bombes, qui subissent la guerre totale, brutale, massive du gouvernement de Netanyahou. Ça justifie de rapporter de l'aide à travers les ONG, à travers ce que font les gouvernements qui se battent pour essayer de briser le blocus imposé par Benjamin Netanyahou. Mais la mise en scène, le cirque qui est celui de la France Insoumise, qui instrumentalise la cause palestinienne à des fins politiques, et que je trouve profondément indigne et malaisante. Alors le gouvernement de Benjamin Netanyahou, justement, a allégé ce blocus pour une durée limitée pour faire venir de l'aide à Gaza. Est-ce que selon vous, il faut aller plus loin pour faire sauter, briser ce blocus, comme vous disiez, en prenant des sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou ? Il y a une discussion qui est en ce moment au niveau européen sur la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est un accord commercial entre les deux entités. Moi, je pense que si Israël continue sur ce chemin, et manifestement, même si ce week-end, il a annoncé une forme de suspension de ce blocus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, il faudra évidemment aller plus loin. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a dit hier, mais on ne peut pas accepter de voir le peuple gazaoui écrasé sous les bombes et mourir de faim et subir la famine, comme c'est le cas aujourd'hui. Une dernière question pour terminer dans l'actualité. Cette commission d'investiture chez LR, aujourd'hui, pour la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris, elle doit trancher entre Michel Barnier et Rachida Dati. Vous préférez qui, vous ? Moi, je n'ai pas à choisir parce que je ne suis pas au parti des Républicains. Ça veut dire que vous allez présenter un candidat dans le camp présidentiel ? C'était historiquement une circonscription qui était à droite. En 2017, nous avons su la prendre et jusqu'à la dissolution et jusqu'à ces dernières semaines. Et donc, moi, je souhaite que l'on puisse trouver un chemin pour qu'il puisse y avoir un candidat Renaissance qui défende nos couleurs. Et j'ai confiance en Gabriel Attal pour trouver le bon candidat pour cela. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade d'avoir été notre invité ce matin. Laïla, c'est à vous. Merci Alexandre Perrault, merci Pierre-Alexandre Anglade d'avoir été notre invité ce matin.